La connaissance scientifique est diffusée sous la forme d'articles dans lesquels les chercheurs présentent leurs avancées et qui sont publiés dans des revues scientifiques. Alors, comment sont publiés les articles scientifiques? Question intéressante et pas forcément bien connue qu'on a abordée dans mon émission sur Twitch avec Viviane de la chaîne Syllabus. Bonsoir. Au départ, il y a des scientifiques dans un labo, ou peut-être plusieurs labos associés, qui rédigent un article pour faire part de leur découverte. L'article, à ce stade, est une première version, ce qu'on appelle un préprint, qui n'a jamais été publié. Alors, première possibilité, l'équipe peut le déposer sur une plateforme du genre Archive ou HAL, qui sont ce qu'on appelle des archives de préprint, où l'on trouve donc des articles déposés tels quels, bruts, non vérifiés par quiconque. Et c'est important à savoir, si vous consultez des articles en préprint, méfiance parce qu'il n'y a eu aucune forme de vérification externe dessus, donc ça peut très bien être n'importe quoi. La voie standard de la publication scientifique, c'est d'être publié dans ce qu'on appelle une revue à comité de lecture, où d'autres scientifiques vont relire les articles avant qu'ils soient publiés. Pour cela, nos auteurs vont repérer une revue dans laquelle ils voudraient publier, ils vont contacter l'éditeur et lui soumettre leur travail. Et de son côté, l'éditeur va vérifier si c'est dans son domaine, si l'article correspond à sa ligne éditoriale, et si c'est au niveau de ce qu'il publie. Et pour évaluer l'article, il va s'appuyer sur un comité de lecture formé de scientifiques qui travaillent dans le même domaine, mais donc dans d'autres équipes, d'autres labos, et qui vont faire une revue de l'article. C'est ce qu'on appelle le peer reviewing, la revue par les pairs, car ce sont les pairs des auteurs. Je suis ton père. Alors concrètement, l'éditeur envoie une copie de l'article en préprint à plusieurs reviewers, sachant que c'est lui qui les choisit, ce ne sont pas les auteurs de l'article qui ne sont même pas informés de qui sont les reviewers. Et ces reviewers lisent l'article, ils font donc une revue, et renvoient à l'éditeur une évaluation en indiquant si l'article est bon ou s'ils ont trouvé des problèmes, notamment de méthodologie scientifique, qu'est-ce qui peut coincer dans ces travaux, est-ce qu'il y a aussi des problèmes sur les données, la partie statistique s'il y en a une, etc. Et l'éditeur, à partir de ces évaluations, décide si l'article l'intéresse ou s'il le rejette directement, s'il y a trop d'erreurs par exemple, ou même simplement si ça ne correspond pas à sa ligne éditoriale ou à la qualité qu'il recherche. Et si l'article l'intéresse, il peut demander aux auteurs des aménagements en fonction des évaluations qui lui ont été faites. Donc leur dire de retravailler telle ou telle partie, corriger telle ou telle erreur, et les auteurs, s'ils veulent poursuivre avec cet éditeur, vont donc produire une version corrigée de leur article, qui sera ensuite réévaluée, etc., etc., pour peut-être, après plusieurs boucles de ce type, donc plusieurs versions successives de l'article, être enfin publié dans la revue. You win. Donc, on le voit, la publication dans une revue à comité de lecture, c'est un gage de qualité, puisque l'article a été évalué et corrigé par des experts du domaine. Mais c'est un processus long. Déjà parce que ça peut prendre du temps pour trouver la revue avec qui ça va coller. Donc, par exemple, un de mes articles de la fin de mon premier projet de recherche, il a été refusé 5 ou 6 fois. Moi, cet article, quand je l'ai écrit, je voulais qu'il soit publié dans une revue en particulier qui s'appelait Medical Physics parce que c'était le plus pertinent et qu'on avait déjà publié l'article d'avant dans cette revue, c'était cohérent, mais mon directeur voulait une revue plus prestigieuse encore. Et donc, quand on veut publier dans une revue plus prestigieuse, tu lis un petit peu la ligne éditoriale de ce journal-là et tu essaies d'ajuster ton article pour répondre à cette ligne éditoriale. Et finalement, donc on est allé viser haut, et puis petit à petit, à chaque refus, parce que ça fitait pas, ça fitait avec celui qui était prévu, à chaque révision, à chaque fois, on descendait du prestige de la revue, et puis on a fini dans une revue qui est pas du tout mauvaise. Pour mon domaine, elle était tout à fait bonne. Il y a aussi ce genre de critère-là, qui est que tu as cette recherche permanente d'aller publier dans la revue qui a le plus gros, ce qu'on appelle un facteur d'impact, pour faire connaître ta recherche beaucoup plus, quoi. Alors, le facteur d'impact, c'est un indicateur qui estime, pour une revue donnée sur une année donnée, le nombre de fois où, en moyenne, ces articles ont été cités. Alors évidemment, les revues à fort facteur d'impact sont les plus convoitées par les auteurs. Et on parle souvent du publish or perish des scientifiques qui semblent condamnés à publier beaucoup d'articles pour exister et donc obtenir d'autres financements pour la suite de leurs travaux. C'est le côté pervers de la chose. Pour prouver que ton travail est important, il faut que tu aies une preuve. Cette preuve passe par les articles scientifiques, mais elle passe aussi par les articles scientifiques à haut facteur d'impact. Un article dans Nature ou Science ou un gros comme ça, tu peux avoir publié 10 petits articles, ça va rien compter par rapport à avoir publié un Nature. Donc,
c'est pas aussi... Tu peux pas te dire c'est le nombre d'articles qui compte, il y a aussi c'est le nombre d'articles avec pondéré par le facteur d'impact de ces articles-là. Alors, en dehors de cette voie royale, il y a aussi la possibilité de publier dans des revues moins regardantes. Il y a notamment ce qu'on appelle les revues prédatrices, qui publient beaucoup, mais sans comité de lecture. Donc là, pour y publier, c'est très simple, il suffit de payer des droits de publication. Alors, ça, il y en a aussi dans les revues à comité de lecture, hein, sauf que là, c'est tout. Une fois que les auteurs ont payé, ils sont publiés tels quels, sans vérification. Alors, du coup, on voit régulièrement des canulars avec des chercheurs qui s'amusent à publier des articles complètement farfelus dans ce genre de revues pour les tester et vérifier leur manque de sérieux. En 2020, il y a eu par exemple une étude visant à prouver que l'hydroxychloroquine diminuait les risques d'accidents de trottinette, ce qui était absolument n'importe quoi, mais a été accepté et publié par le Asian Journal of Medicine and Health. Donc, on le voit, il faut être conscient qu'il y a vraiment des différences de qualité selon la provenance d'un article. Qu'il soit juste en préprint, publié dans une revue prédatrice, ou bien dans une revue à comité de lecture, c'est très différent. Mais justement, il y a aussi un écrémage qui se fait après publication. La communauté scientifique, quand elle prend connaissance des articles, réagit sur ces articles. Surtout dans un contexte qui est parfois concurrentiel, où plusieurs équipes travaillent en parallèle dans le même domaine, évidemment, chacun regarde ce que publient les autres. Et c'est très simple, ça fait partie du processus pour maintenir de la qualité dans la littérature scientifique. Alors, il y a par exemple des sites comme PubPeer, où les articles sont discutés, quelle que soit la revue dans laquelle ils sont publiés, les erreurs sont mises en évidence, et les fraudes aussi, s'il y en a, ce qui peut conduire ensuite les éditeurs à rétracter leurs articles lorsque, manifestement, ils sont rejetés par la communauté avec de bons arguments. Bon, ça a été le cas très rapidement pour l'article délirant là, sur les trottinettes qui avait été publié dans la revue Moisie, mais ça arrive aussi dans des revues prestigieuses. Par exemple, dans The Lancet, en 2020, une méta-analyse sur l'hydroxychloroquine avait été retirée quand la communauté scientifique s'est aperçue que l'étude était basée sur des données frauduleuses et que ça avait échappé au comité de lecture. Ou encore, autre exemple bien connu, toujours The Lancet, qui avait rétracté son étude publiée en 1998 par Andrew Wakefield, où il avait soi-disant prouvé que le vaccin ARR provoquait l'autisme, dans une étude sur à peine 12 cas qui, en fait, était frauduleuse. On a découvert qu'en réalité, il avait été financé pour l'écrire par un cabinet d'avocats qui cherchait un moyen d'obtenir des indemnisations pour des familles ayant des enfants autistes. L'article a été rétracté, mais la rumeur a continué à courir et à faire beaucoup de mal. Il est donc important, lorsqu'on découvre un article, de regarder aussi comment cet article a été accueilli par la communauté.